Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Écoutez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Olivier Frérot. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Bonjour Lucie. Bonjour Olivier. Bon Olivier, c'est la deuxième fois que tu viens ici. On t'avait déjà invité une première fois. De mémoire, je crois que c'était l'épisode 30. Et je vous invite d'abord à l'écouter. Vous allez voir, ça va faire une bonne continuité. Enfin, c'est un bon démarrage avec l'épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui. Olivier, en fait, on te reçoit aussi aujourd'hui parce que tu as sorti un livre qui s'appelle « Comprendre la nouvelle dynamique de l'humanité. Naissance d'un récit, la matrice des civilisations ». Moi, on était hyper déjà inspiré au premier enregistrement qu'on avait fait ensemble. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir t'écouter sur cette bascule civilisationnelle, sur cette nouvelle matrice, sur cette compréhension du monde là qu'on est en train de vivre. Et notamment sur la 4e de couverture, il est écrit « Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes perdus dans une opacité qui s'épaissit ». Alors je te confirme que parfois, Lucie et moi, on est un peu paumés, on sait pas trop là ce qui se passe, où est-ce qu'on va, etc. Et on a envie de comprendre cette nouvelle dynamique que toi tu observes, que tu as écrit dans ce superbe ouvrage. Et donc on compte sur toi parce que maintenant on a envie d'en faire quelque chose aussi de cette bascule. Merci Romain, merci à vous de me recevoir pour une deuxième fois. C'est vraiment un honneur, une joie de partager une réflexion, une pensée et effectivement des actions communes. Je pense que c'est important. C'est ce que j'entends pas mal en ce moment. C'est effectivement que beaucoup de personnes ne voient pas très bien, mais ont vraiment envie d'agir, notamment parmi la jeunesse. Pas seulement, mais notamment parmi les jeunes. Et ça, c'est bien. Voilà. Dans ce petit livre qui vient effectivement tout juste de sortir, aux éditions Crénique Sociale, qui est mon éditeur fidèle, que je le remercie beaucoup. C'est d'ailleurs lui, André Soutrenon, le responsable de Crénique Sociale, qui m'a vraiment poussé à écrire ce livre à partir d'une notion nouvelle que j'ai développée sur l'année passée, de cette notion de matrice des civilisations. En fait, ce qui est le plus important dans le livre, c'est le sous-titre. Naissance d'un récit et la matrice des civilisations, pour effectivement proposer une pensée et donc une interprétation de ce qui arrive du côté à la fois des effondrements qui sont importants, mais aussi du côté des émergences, de quelque chose de magnifique qui est en train d'arriver. Enfin, je l'observe, je le diagnostique, je le crois. Enfin, il y a tout ça qui à la fois, j'essaie d'avoir du recul avec de l'objectivité, mais évidemment, nous sommes partie prenante, je suis partie prenante, donc sans doute j'espère aussi que ça se passe là. Mais il me semble, en tout cas, tel est mon effort au niveau intellectuel, de prendre du recul pour dire oui, c'est sérieux, c'est vrai, c'est costaud, et surtout, cette notion de civilisation, ça a une belle cohérence intellectuelle. Ça tient debout intellectuellement. Parce qu'il y a les énergies de vie qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, notamment des entrepreneurs, entre-donneurs, on reviendra sans doute sur ce mot, qui y vont, quoi. Mais d'un point de vue intellectuel, on est un peu perdu. Parce qu'effectivement, nous avons été, notamment moi, avec mes cheveux qui commencent à blanchir, biberonnés à une vision très rationnelle et rationaliste du monde, et que c'est ça qui colle plus, quoi. C'est aussi cette magnifique cohérence de la modernité occidentale rationnelle qui a très bien fonctionné pendant plusieurs siècles, mais qui ne marche plus. Quand on parle de post-modernité désormais, c'est évidemment il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc moi, je propose, avec d'autres, bien sûr, je me nourris d'énormément de réflexions des uns et des autres, en apportant ma propre vision des choses, sur l'émergence d'une nouvelle civilisation, que j'appelle la civilisation de la vie une. On pourra venir sur ce mot de une, parce que mon petit livre précédent s'appelait « Vers une civilisation de la vie ». qui fait unité justement, et qui fait unité d'une nouvelle civilisation qui, sur le plan
de tout ce que porte, ce que les humains inventent comme nouvelle culture profonde, ça marche, quoi. Enfin, c'est ça tient, ça marche, c'est un peu ma proposition. Et si ça peut conforter ceux qui sont en train d'agir ou ceux qui ont envie d'agir, je suis heureux de ça. Rapidement, peut-être, avant de rentrer en profondeur dans le livre, est-ce que tu peux nous rappeler très vite d'où tu viens, ce que tu faisais de ta vie d'avant, parce que tu as connu, en fait, une autre civilisation, un autre monde que t'as quitté. Pour une part, parce qu'effectivement, on porte toujours nos filiations. Et juste maintenant, effectivement, je parlais pas mal de discontinuité, mais dans ce livre, je parle toujours de discontinuité, puis il y a une nouvelle situation, mais en même temps, de transmission, de filiation, d'héritage. Donc, j'ai aussi les miens. Donc, mais effectivement, moi, on va dire pour parler des choses un peu vite, j'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées. Je pense que ça parle à un certain nombre de vos auditeurs, que j'ai déposé depuis. Je ne suis plus, j'ai un membre, comme on dit, du corps des ponts et chaussées, parce que pendant 10 ans, je suis parti du corps comme en disponibilité. Donc là, au bout de 10 ans, vous partez de la fonction publique, vous devez choisir si vous revenez ou pas. Donc j'ai choisi de ne pas revenir. Mais effectivement, je viens de ce monde à la fois scientifique, technique, du management public. J'ai dirigé des organisations publiques, donc des directions de l'équipement. Donc, qui ont disparu depuis une quinzaine d'années. J'ai dirigé aussi l'agence d'urbanisme de Lyon, plutôt côté collectivité, alors que l'équipement, c'était plutôt côté État. J'ai vraiment aimé ces jobs, mais qui, en tout cas pour les DDE, ont disparu. Et donc, j'essaie d'interpréter, en fait, ma réflexion a démarré au début des années 2000 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la disparition de ces structures départementales de l'État qui furent extrêmement productives, voire bénéfiques, mais qui sur la fin, effectivement, étaient questionnées sur est-ce que ce bien commun que les ingénieurs des ponts, depuis 3 siècles, puisque c'est le premier corps d'ingénieurs qui a été créé en France en 1716, ce bien commun qui s'évaporait, quoi. Et que je voyais s'évaporer dans la fonction publique en général. J'ai retrouvé, quand je suis ici venu à Lyon pour l'agence d'Urba, j'ai retrouvé dans les grandes collectivités cet affadissement, cet affaiblissement intellectuel autour de la notion de bien commun. C'est ça qui m'a mis en mouvement. Voilà, donc je viens de ce monde-là, qui fut fécond, qui me nourrit toujours d'ailleurs, j'aime toujours la science. Je mets en question la technique, par contre, avec d'autres qui, on pourra peut-être aussi en parler. Et puis pour découvrir que ce bien commun, ce sens collectif, eh bien, il n'avait pas bien sûr disparu, mais il apparaissait notamment dans des entreprises, dans des organisations dites souvent privées. C'est un mot qui, à un moment donné, ne convient plus. Et ça m'a un peu scotché, parce que je dis, mais ce bien commun est toujours là. Et j'ai pas forcément beaucoup, mais néanmoins, de plus en plus d'entreprises ou d'entre-donnes prennent en main ce collectif, ce bien commun, et ils vont à partir de leur propre façon de fonctionner en entreprise. Et ça j'ai dit, mais il faut absolument que j'arrive à penser ce transfert du bien commun du public au soi-disant privé. Et c'était pour moi un signe que quelque chose de très profond était en train de se passer dans la société. Tu l'as nommé, alors je veux bien qu'on y revienne quelques minutes, l'entre-donne, que disait l'entreprise, l'entre-donne. Nous, depuis que tu nous as donné ce mot-là, les entrepreneurs, les entre-donneurs, il y a quelque chose d'assez fort qui résonne et je trouve ce mot extrêmement puissant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette différence et pourquoi ce mot, d'où ça vient ? Oui, bien sûr. Je ne sais plus à quel moment il est arrivé. Une entreprise, on va prendre ce mot-là quand même que tout le monde utilise encore beaucoup. C'est une communauté humaine qui fait des choses. Voilà, c'est ça ma définition, moi, d'une entreprise. Donc, c'est une organisation. Les humains que nous sommes des êtres éminemment sociaux, nous sommes des homo faber, nous faisons des choses, sinon nous ne pouvons pas vivre depuis des millénaires. Voilà, donc c'est une communauté qui fait. Et la forme que ça a prise sur ces derniers temps, notamment dans une vision de la société capitaliste, c'est donc l'entreprise comme on la connaît à peu près, quoi. Et donc moi je travaille aussi avec des dirigeants depuis quelques années que je fais des conférences. Et d'ailleurs j'interviens beaucoup plus vis-à-vis de dirigeants d'entreprise que vis-à-vis du public qui est beaucoup plus perdu de mon point de vue et qui c'est plus compliqué. Ces dirigeants, en fait, je pense qu'ils vivent leur entreprise, ceux avec qui je travaille, pas vraiment comme d'abord un centre de profit, mais d'abord une communauté qui fait des choses et donc dans la façon dont ils dirigent leur entreprise,
de prendre soin de toutes les relations. Alors bien sûr qu'il y a l'argent qui est là, mais l'argent, je pense qu'ils essayent de le vivre davantage comme un moyen que comme une fin. C'est un peu ça toute la différence. Hein. Je pense que l'épuisement du néolibéralisme capitaliste tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est que vraiment cette vision de l'entreprise uniquement comme un centre de profit et où l'argent est la finalité d'entreprise, ça va plus du tout, quoi. Ça va plus du tout par rapport aux humains que nous sommes, aux vivants que nous sommes. On est beaucoup plus que des homo economicus, voilà. Et alors là, donc c'est ça que d'abord que je vois et que je théorise à travers la notion de valeurs émergentes que j'ai, notamment dans mon petit livre précédent, j'ai essayé de mettre en avant et que je propose dans les entreprises, et ça marche assez bien. Enfin, là où je suis, il n'y en a pas, comme je le disais, pas énormément, néanmoins. Et c'est cette réflexion sur qu'est-ce qui fait communauté. Enfin, bon, je pense que c'est vraiment tous les personnes que vous accueillez à Tipping Point, les leaders inspirants sont là-dessus, quoi. C'est qu'est-ce qui fait communauté, qu'est-ce qui fait que je vais donner le meilleur de moi-même avec les autres dans cette communauté. Eh bien, on est là, au fond du fond, pas sur le prendre, mais sur le donner. Sur le donner, à la fois donner aux autres pour me donner à moi-même, pour me découvrir moi-même. C'est cette idée d'individuation que je peux me découvrir moi-même que dans le faire avec les autres, qui eux-mêmes se découvrent, dans des petits collectifs qui sont en transformation et en nouveauté permanente. C'est ça la vie, quoi. Tout d'un coup, c'est presque des banalités que je dis là, mais parce que d'autres le disent aussi. Et donc, la communauté entrepreneuriale, eh bien, elle est plutôt entre-donneriale. On s'entre-donne les choses. Alors, entre nous, les humains, pour d'autres humains, et on pourra aussi sans doute en parler, c'est que ce qui est vraiment très intéressant pour les temps qui viennent, c'est qu'il n'y a pas que les humains dans cette affaire-là, il y a aussi tous les autres vivants non humains. Et que si on décentre aussi le faire ensemble des humains vers l'ensemble du monde vivant, au service de la croissance de la vie de tous les vivants, ça donne voilà, à la fois un horizon et un paysage très très intéressant et très mobilisateur, hein, pour les humains que nous sommes. Voilà, d'où cette notion d'entredonner plutôt que d'entreprendre. Hein. Effectivement, le prendre, l'exploiter, c'est un mot-clé de la modernité technoscientifique qui prend son envol au XVIIe, XVIIIe. Exploiter le monde. Ça suffit, exploiter le monde. Alors au début, bien sûr, et pendant assez longtemps, au bénéfice des humains. Hein, les humanismes prennent leur racine aussi là-dedans. Mais aujourd'hui, ce sont les humains eux-mêmes qui se font exploiter parce qu'ils ont créé, à la fois par pas mal d'entreprises et aussi par les algorithmes qui sont créés. Et donc cette promesse d'améliorer la vie par la technique, et voilà, ça marche plus, quoi. Cette technique au départ pensée et vécue comme qui libère, maintenant elle aliène. Et donc c'est cette côté de prendre qui me paraît ne plus fonctionner. Alors que au fond du fond, nous sommes peut-être plus des êtres de coopération que des êtres de compétition. C'est les deux, hein, dans les humains. Mais cette fin de civilisation moderne technoscientifique, elle met l'accent sur la compétition, alors que je pense qu'il y a plus de coopération. D'ailleurs, si on regarde vraiment ceux qui travaillent sur la transmission des espèces, même Darwin, était plus sur la coopération, enfin même, surtout Darwin, plus sur la coopération que sur la compétition. Et donc nous, les humains, on porte davantage en nous une générosité, une relation, prendre soin, donc la coopération que la compétition. Et l'entre-donne, c'est cette forme d'entreprise qui est fondée profondément, hein, dans sa raison d'être sur coopérer et donc s'entre-donner pour faire croître la vie des personnes, de la collectivité, des communautés et de tous les vivants. Moi, j'adore. Non, mais ce mot... Ouais. Ça nous avait scotché, hein, quand tu nous avais donné, et comme le disait Lucie très justement, ça résonne énormément avec le fait de exploiter versus prendre soin. Et donc là, on a quand même la nécessité d'écrire un nouveau récit. Oui. Et donc de tracer une nouvelle voie dans cette entredonne. Comment est-ce que tu la perçois ? Comment est-ce que tu l'imagines ? Alors, c'est cette notion de matrice de civilisation qui m'a un peu donné une forte confirmation que oui, quelque chose de nouveau apparaît, en prenant un grand recul historique, donc sur ce que c'est qu'une civilisation, donc ce que je propose dans le livre. Donc j'en présente 5 sur 5000 ans d'histoire, sur la grande ère de l'Occident, hein, en la prenant très large.
Et donc, il y a eu une succession de façons d'être au monde. Une situation, c'est une façon d'être au monde, de penser. Donc, ça concerne bien sûr la connaissance, la science, la spiritualité, les valeurs, la philosophie, l'éthique, après la forme d'État, la forme d'entreprendre, bref. Et ce que j'ai découvert, bon, bien sûr, c'est des choses qui m'intéressent depuis très longtemps. Tout d'un coup, j'ai perçu que bon, aussi en me documentant beaucoup, que sur ces 5000 ans d'histoire, il y avait grosso modo, bon, tout ça n'est pas très scientifique, est à critiquer, mais je raconte une histoire, voilà, un nouveau récit. Je raconte une histoire, et si ça parle aux gens, j'en suis très heureux, qui se sont succédés depuis donc ce que j'appelle l'âge mythique, jusqu'à l'apparition, donc ça, entre l'apparition de l'histoire telle qu'on la racontait jusqu'à maintenant. Je vois que les archéologues aujourd'hui nous emmènent un peu plus loin, un peu plus profondément dans le néolithique, mais quand l'écriture arrive, à peu près il y a 3 millions d'histoires, donc en Mésopotamie notamment, en Égypte, jusqu'à l'apparition en Grèce de la philosophie vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a une rupture qui se fait à ce moment-là, qui va lancer ce que j'appelle le début de la rationalité, dont on est très inspirés en Occident de l'aventure de la pensée grecque rationnelle, pour y revenir. Donc ça dure c'est toute l'Antiquité gréco-latine, donc du 6e avant Jésus-Christ jusqu'au 5e après. Bon, l'effondrement, on sait, de l'Empire romain d'Occident, l'apparition du Moyen-Âge qui prend du temps et qui aussi devient magnifique avec son acmé, son âge d'or vers le 11e, 12e siècle, et puis qui lui aussi va prendre l'eau. Enfin, c'est un peu le cycle des civilisations qui m'intéresse, qui va prendre l'eau, qui va se terminer mal, on va dire, comme ça se passe en général assez tragiquement quand les civilisations s'épuisent et s'effondrent dans les guerres de religion, pour ce qui nous concerne plus directement. Donc ça, on l'a bien dans notre mémoire collective. Et ça redémarre à partir du 16e, 17e, avec une relance de la rationalité, notamment scientifique, et qui va avoir une fécondité incroyable jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, ça marche plus. Voilà. C'est un peu ces cycles-là que je vois. Et donc pour être moins catastrophé, moins sur la nostalgie, dans l'éco-angoisse contemporaine qui monte à raison, et bien prendre ce recul, il y a eu d'autres moments. Bien sûr, c'est pas tous les jours, tous les 400-500 ans en plus, des moments d'effondrement tragique. Effectivement, ça fait beaucoup de dégâts et ça redémarre. Mais sur une nouvelle, toute une nouvelle cohérence civilisationnelle. C'est un peu ça ma proposition, et je le vois apparaître dans des communautés aujourd'hui sur toute la planète, mais aussi en France et aussi proche de nous, auxquelles je pense nous participons, vous participez. Et donc c'est ça un peu que j'ai essayé de penser. Et donc qu'est-ce qui est au cœur de cette nouveauté? C'est effectivement le prendre soin de toute vie. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous enthousiasme, c'est ça qui nous fascine. Mais il y a une vraie rupture entre exploiter le monde sur une vision, je dirais, rationaliste, c'est même plus du rationnel, c'est du rationalisme désormais, et donc ça va pas, versus être en relation, puisque c'est le relationnel qui devient le lieu d'engagement, de joie des personnes. Qu'est-ce qui fonctionne? Parce que tu viens de dire là, Olivier, ça ne marche plus, notamment cette modernité occidentale, cette ère de la modernité occidentale. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour toi? La promesse de libération, de mieux vivre, c'est l'inverse qui se passe en ce moment. Ne serait-ce que depuis les Grandes Glorieuses, la croissance dans l'échelle sociale, ça marche plus. Bon, évidemment, la planète souffre. On peut dire ça simplement comme ça. La crise climatique est là, la crise de la biodiversité est là. Ça ne fait que s'accélérer tous les jours. Et surtout, ce qui est quand même alors qui est pas incroyable, parce que j'essaie de comprendre, les indicateurs sont au rouge, ils continuent de rougir et on continue les mêmes bêtises. Donc ça va de plus en plus mal aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que l'ensemble du système, du mainstream, eh bien ne peut pas. La question du déni, quoi. Comment ça se fait que on prend pas un peu de recul, on dit attends, ça va pas, il faut qu'on bifurque collectivement. Il y a des personnes qui bifurquent individuellement, voire maintenant en petits groupes, mais la société ne le fait pas. Et moi, j'ai compris qu'en fait, elle ne peut pas le faire. C'est ça que je propose de dire. Donc, je ne gêne pas l'anathème sur les institutions. Une institution, c'est faite pour... Ça, c'est une de mes thèses assez fondamentales et assez subversive. C'est qu'une institution, c'est fait pour protéger les valeurs, toute la philosophie d'une civilisation. Et les institutions qui peuplent aujourd'hui notre espace public, elles sont faites pour rationaliser le monde, pour le catégoriser, pour le modéliser, pour le légaliser dans tous les sens du mot. Et elles ont été faites pour ça, parce que ça a fait du bien à un moment. Le corps des ponts et chaussées, il a vraiment fait du bien.
Sauf qu'en début du XXIe siècle, il faut dire maintenant ça fait plus suffisamment de bien, ça devient clanique et donc on arrête. Et comme on n'arrête pas, ben ça va pas. Et tout est à l'avenant. Et donc cette proposition que les institutions ne peuvent pas ne pas faire ce pourquoi elles ont été faites, c'est-à-dire objectiver, rationaliser, et que c'est ça il faut arrêter. Parce que justement, peut-être bien que la vie, la réalité n'est pas que rationnelle. En tout cas, l'énergie profonde qui nous anime, et je pense qui vous anime, elle n'est pas de ce côté-là. Enfin, en tout cas, c'est cette redécouverte que nous faisons. Et donc, il y a un handicap fondamental de nos institutions et du fonctionnement du néolibéralisme qui est sur le chiffre, le nombre, et donc l'argent, c'est cohérent, ne peut pas prendre ça en cause. Et au contraire, nous fait ni cette dimension-là humaine qui est la dimension de la vie fondamentale. Donc, c'est pour ça que ça ne marche plus. En fait, ce que je dis souvent, c'est que les civilisations, elles meurent de l'excès des belles valeurs qui les ont fait naître. Donc, l'excès de rationalité qui devient du rationalisme étroit effondre la promesse de libération. Voilà. C'est global. Et comme l'Occident s'est répandu sur le monde, bien sûr, le monde entier est touché par cet effondrement, je dirais, philosophique et spirituel. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une autre civilisation naisse sur un paradigme un peu différent ? Est-ce que ça part de l'individu ? Est-ce que ça part... Tu disais tout à l'heure, non, c'est aussi des collectifs. Est-ce que, ça part d'où ? Comment ? Tu vois, quel est un peu le... Peut-être de nouvelles valeurs. Ouais. Parce que si c'est les valeurs qui sont un point central de l'émergence de la nouvelle civilisation. Ça, c'est bien mystérieux. D'où ça vient ? Moi, je dis souvent, je sais pas vous éclairer, ça nous vient de l'avenir. Chaque civilisation a un rapport au temps et à l'espace, je le dis un peu dans la matrice, qui est singulier. Les philosophes, depuis, qui essaient de penser le temps, ils n'y arrivent pas. Le temps n'existe pas. D'ailleurs, c'est ce que la science relativiste nous dit. Donc, la notion du temps, de la temporalité, voilà, pour ça je dis, elle vient de l'avenir, elle vient nous chercher. C'est beau. Et donc, elle nous traverse, nous les humains, nous les vivants, à la fois les personnes et les groupes, de façon mystérieuse. Et à un moment donné, c'est là. Alors, il y a des personnes, donc je sais pas si j'en fais partie, mais regardez, c'est en train d'apparaître. C'est ce que je pense, c'est en train d'apparaître. Et donc, ces valeurs, effectivement, au sens latin du mot, de valeur, de force de vie, d'énergie de vie, eh bien, elles sont en train, alors comme signaux faibles en train de grandir, vraiment différentes. Et donc, ces valeurs fondées sur le prendre soin des relations et non pas de la rationalité, voilà, je les vois apparaître dans plein de petites lumières, de petites lucioles qui apparaissent et qui grandissent. Et que donc l'ensemble de la cohérence, elle est sur effectivement un changement de valeur. Mais la civilisation qui est en place, elle ne veut pas mourir comme ça. Et les institutions, elles ne veulent pas lâcher comme ça. Parce qu'elles peuvent pas. Elles ne veulent pas parce qu'elles peuvent pas. C'est ça que je préfère proposer. Les humains, chacun peut changer de croyance, de philosophie. C'est difficile, on pourrait y venir. Des collectifs aussi. Plus ils sont grands, plus c'est difficile. Mais c'est théoriquement possible. Une institution, je pense que c'est théoriquement impossible. C'est ça ma proposition, pour essayer de comprendre pourquoi elles le font pas. Ben voilà, pourquoi elles le font pas ? Parce qu'elles peuvent pas le faire, donc faut pas leur en vouloir en tant que tel. Il faut se dire, qu'est-ce que je fais effectivement ? Qu'est-ce que je fais ? On va en venir sur cette question. Je vais peut-être voir ailleurs et je fais avec d'autres. Je peux, tant qu'il y a encore suffisamment de vie à l'intérieur, essayer de transformer pour que ça fasse pas trop de mal. Mais à un moment donné, je bifurque. Enfin, c'est le cas, c'est mon expérience et l'expérience d'un certain nombre qui ont été engagés dans les institutions, j'entends. Quand on est dans l'entreprise et qu'on veut transformer l'entreprise en une entre-donne, ça devient passionnant. Bon, maintenant c'est difficile parce qu'on est pris dans un contexte socio-économique qui n'est pas de ce côté-là. Donc c'est très difficile, passionnant. Éventuellement, ça marche pas forcément. Si on a raison trop tôt, si je puis dire, ça marche pas non plus. On le sait bien dans le monde de l'entreprise. Mais c'est en train de se passer, quoi. Donc je propose de le voir et de le nommer, à la fois pour le voir mieux et de l'encourager. Donc les institutions ne peuvent pas avoir de tipping point. Quand elles démarrent, donc là, effectivement, apparaissent, mais ce n'est pas encore des institutions au sens où on l'entend, parce que qu'est-ce que c'est qu'une institution ? C'est un lieu où on a des règles de vie profondes, sur quoi on est d'accord, et on va protéger ça. Si ce sur quoi on est d'accord, c'est protéger la qualité des relations entre les humains et tous les vivants, et ces règles sont en train de se mettre en place dans ces entre-donnes, quelle que soit la forme, eh bien, ça va à un moment donné s'institutionnaliser pour les protéger.
Et ces formes institutionnelles ne peuvent pas être, à mon avis, c'est ma proposition, le corps des ponts et des chaussées. Il faut dire, le corps des ponts, on fait un musée, on célèbre les mathématiciens du 18e, les ingénieurs du 19e, les administrateurs du 20e, et on arrête. Et puis quelque chose de neuf apparaît. Voilà. Alors là, effectivement, c'est là où Tipping Point pourrait dire quelle forme ça va prendre. Mais c'est un peu trop tôt parce que justement, c'est juste à apercevoir. Et alors, d'où vient le une? Parce que la dernière fois, et quand on dans l'épisode avec toi, on discutait de ton livre précédent aussi, Vers une civilisation de la vie. Là, tu rajoutes une. Oui, c'est cette notion de... Alors, le un et le multiple, ça, c'est une question philosophique qui traverse aussi tous les humains depuis toujours. Je pense que la modernité rationnelle, depuis les Grecs, et puis alors les Grecs, puis effectivement les théologiens du Moyen-Âge, puis les modernes, on en rajouté une couche dans la rationalisation du monde et dans le fait que, dans l'objectivation, je dirais, forcenée du monde. Et avec cette idée-là de nous couper. Alors ça, on reprend l'aphorisme de Descartes, ego cogito ergo sum, je pense donc je suis, et je coupe le dualisme cartésien, il nous coupe, je dirais, ontologiquement, il coupe le savant pour justement développer la science, et c'est nécessaire, de l'objet. Et petit à petit, il va se mettre à tout objectiver, et donc à couper ce lien. Alors au bout de 400 ans, on n'en peut plus, quoi. Donc on a une immense soif, nous les humains contemporains, de retrouver ce lien. D'où cette unité, cette notion de un et de multiple. Alors ce que je pense, c'est que les modernes, eux, cherchent justement, on part de la diversité du monde, de la multiplicité du monde, et les modernes, par la science, vont essayer de trouver la loi unique qui détermine tout. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, pour les physiciens, de chercher encore la loi qui va unir la gravitation et l'ensemble des lois de la physique quantique qu'ils n'ont pas trouvé encore, mais ils la cherchent. On peut comprendre, ça c'est vraiment c'est la grande aventure de la modernité, je dirais, qui veut unifier par les lois physico-mathématiques. Désormais, quelque part, dans l'association de la vie une, on a retrouvé l'unité. Voilà. On a retrouvé cette unité profonde. Et qu'est-ce qui nous unifie profondément? C'est la vie. C'est-à-dire que non seulement entre nous les humains, je vous regarde, nous partageons cette même vie, mais tous les vivants. On retrouve ça. La vie, c'est une notion que la modernité, même pratiquement depuis Grec, on ne sait pas bien penser. Il faut plutôt aller chercher vers l'Orient, vers l'Extrême-Orient, sur qu'est-ce que c'est que la vie. Et je pense que le travail un peu philosophique qui vient, c'est comment penser la vie, mais au service d'elle. C'est la vie qui est première. Mais nous, les Occidentaux, on est assez handicapés pour penser la vie. Néanmoins, nous ressentons, je vais prendre ce mot-là, qu'on l'a au cœur de soi, et qu'elle nous unifie, nous tous les vivants. Et d'ailleurs, la science, et c'est assez extraordinaire, nous le redonne à travers sur le code génétique, où je regarde chez vous s'il y a des plantes. Derrière toi. Derrière moi, voilà. Oui, elles sont là-bas. Eh bien, avec cette fougère qui est là, ou ce petit arbre, eh bien, il y a, je sais pas, 600-700 millions d'années, nous avions un ancêtre commun. Nous sommes frères. Ce que dit cette science-là, les mythes les disaient déjà. Et donc, retrouver cette fraternité, cette communauté d'appartenance à la vie de tous les vivants, ça y est, ça nous est redonné. Et nous ne sommes que pas réassurés. Nous ne sommes plus coupés en rondelles. Par contre, ce qui va désormais nous fasciner, c'est la diversité de la vie. C'est qu'elle crée du neuf tous les jours. Et depuis qu'elle est arrivée sur la Terre, en tous les cas. Et ça va vraiment nous fasciner, nous passionner. Donc, on est réancré dans une unité. Et on est relancé dans la joie de la diversité. Et comment nous, d'ailleurs, les humains, on va à la fois participer de cette diversité de la vie. Donc, de prendre soin pour qu'elle se croisse et qu'elle croisse en profondeur et en diversité. Donc, c'est d'où cette notion de une. C'est ça que je voulais un peu signifier dans le une. Parce que je trouve ça moi-même, je me sens, je passe pas mal de temps dans mon jardin avec les plantes, les insectes, les lézards, tout ça. J'aime et je sens là comme une source qui me reprend de l'intérieur et où je suis quelque part à ma place. Ouais. En tous les cas, c'est ce que j'entends. Je dis des mots un peu comme ça parce qu'on n'a pas les bons mots pour le dire aussi. J'entends où je vois, où je ressens ce que me disent les autres vivants à travers la générosité de la nature, du jardin, quand les insectes sont sur les corolles, des fleurs de carottes, de panais. C'est d'une beauté. Je suis pris par ça. Et tout d'un coup, j'ai participé avec mon petit grain de sel à cette croissance de la vie.
et je suis quelque part réunifié à l'intérieur. Et je pense que les spiritualités qui sont en train d'apparaître sont à la fois, il y a des filiations avec les grandes spiritualités précédentes, bien sûr, mais qui sont relancées pour essayer de nous ancrer dans cette source très profonde qui est la vie. Voilà, si je peux en dire quelques mots. Moi, je trouve ça hyper puissant, hyper inspirant. Comment est-ce que je me mets là aujourd'hui dans les bottes de l'entre-donneur, en tout cas celui qui va rentrer dans l'entre-donne. Comment est-ce qu'il fait là, de façon très pragmatique dans son entreprise pour accueillir cette nouvelle civilisation et la vivre pleinement? Je pense que c'est au niveau du leadership ou du management, comment dans l'entre-donne, comment ça se passe, à la fois les process de fabrication, le prendre soin des personnes, les process de décision, le process d'évaluation. Je pense qu'il y a des fonctions on mélange pas toutes les fonctions pour autant, hein. Il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs, il y a des contrôleurs de gestion, il y a des décideurs, parce qu'il y a des compétences et puis des appétences. Mais il y a au fond du fond une égale dignité, un égal engagement, voilà. Un égal engagement, au fond du fond, de donner le meilleur de soi et que l'entre-donne est le lieu où je me réalise, alors au sens propre, c'est-à-dire le réel, c'est là aussi comme le temps et l'espace, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc, qu'est-ce que c'est que la réalité? Eh bien, voilà, une culture va dire ce que c'est que la réalité. Et bien, cette réalité, c'est autour de la croissance de la vie. Et donc, dans l'entre-donne, à travers ce que nous fabriquons, à la fois ça peut être des choses, ce sont des choses, des objets manufacturés ou des services, et on pourra revenir aussi sur les questions du numérique par rapport à ça. Qu'est-ce que ça peut apporter, hein? Comment on peut essayer de le mettre au service de la vie, parce que c'est pas l'orientation que majoritairement ça prend en ce moment. Eh bien, comment, effectivement, dans le faire ensemble, on fabrique des choses, eh bien, on développe aussi la qualité des liens entre tous les humains. Et je pense que le leader, s'il tient à ça, c'est ça qui va se passer. Alors, par contre, bien sûr, ça met en question les formes de gouvernance, les formes de la répartition de la richesse produite. Ce qui est fondamental, c'est que ça se met en débat, ça se délibère. Donc les façons dont, dans l'entre-donne, les choses sont délibérées, collectivement, donc effectivement, il peut tout à fait y avoir des actionnaires comme on connaît, mais qui se mettent autour de la table avec tout le monde, avec l'ensemble des parties participantes. Je préfère aussi parler de parties participantes que parties prenantes pour la même raison. Donc c'est ça, à mon avis, qui d'abord, ça se passe dans certaines entre-donnes, cette affaire-là. Hein. Et puis, alors, je vais encore aller plus loin dans l'utopie. C'est qu'autour de la table, non seulement il y a les humains qui sont les parties participantes, hein, donc on va dire les dirigeants, les actionnaires, les salariés, les clients, les fournisseurs, les conseils, mais il y a aussi l'ensemble des vivants non humains qui participent de l'entreprise, de l'entre-donne. Donc comment on va apporter à la table de discussion, du process, qui va faire parler, hein, puisque nous, les humains, on est des êtres de parole, et donc donc là, c'est une question qui est très ouverte, qui est passionnante à tous les niveaux. Hein. Comment on entend la parole des autres, parce que s'il n'y a pas les autres vivants, ça marche pas nos affaires. Hein. Donc, oui, de la forêt qu'on exploite, si on est une scierie, voilà. Les petits poissons, si on est à côté. Les fleuves, les forêts, les arbres, les espèces, et puis parfois même là où l'entre-donne est implantée dans son bâtiment, s'il y a des bâtiments, comment elle fait? Comment elle fait sur son bâtiment par rapport à l'ensemble de la biodiversité qui est autour et qui est dedans. Tout d'un coup, je me dis, mais c'est immense. Et ma petite expérience de ce genre de choses fait que quand nous, les humains, on se décentre un chouïa pour accueillir ces autres vivants, nos relations souvent conflictuelles s'apaisent. En fait, on passe notre temps, nous, les humains, à rester entre nous et à nous disputer pour une part. Si on accueille plus grand que soi, l'expérience, et on peut bien sûr le théoriser, ça s'apaise et ça devient plus intéressant. Voilà. Bon, voilà, donc, et oui, je sais plus qui me disait que dans leur entreprise, tu pouvais venir avec ton chien et que depuis qu'ils avaient mis ça en place,
il y avait moins de tension, juste le fait d'accueillir les animaux dans l'espace de travail. Enfin, d'ailleurs, ton chien ou autre, hein, ton animal de compagnie. Oui, c'est tout à fait juste. Alors moi, j'ai été accueilli pendant assez longtemps par l'entreprise Santé Vet, qui commercialise de l'assurance santé pour les animaux de compagnie. Et effectivement, les personnes peuvent venir et viennent avec leur chien. En majeur pas chien et chat, donc faut choisir un peu. Et ça fait du bien parce qu'un chien, bon, les chiens qui viennent sont des chiens. Le chien, c'est vraiment, c'est un animal qui aime les humains. Enfin, la plupart des chiens en tous les cas. Et donc les humains les aiment. Et donc ils diffusent de l'amour au sens de la belle relation. Et donc quand tu as un chien qui arrive sur le plateau de travail, eh bien, oui, les uns les autres, ils vont aussi vers le chien parce que d'abord, en plus dans cette entreprise, les personnes sont plutôt amoureuses des animaux et ça fait vraiment du bien. Et la réponse est oui. Et alors bon, cette entreprise c'est assez clair, mais je pense que ça marche à mon avis à tous les coups, oui. Super. Est-ce qu'il y a, Olivier, d'autres choses que on peut pas raconter tout le livre. Il faudra l'acheter pour le lire. C'est une belle couverture rouge. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager sur ce récit? Je pense que les temps qui viennent vont quand même être difficiles, de plus en plus difficiles, et que les combats, je prends ce mot-là aussi, vont augmenter. Parce que la civilisation moderne, technologique, elle veut pas mourir comme ça. Et donc, elle se durcit, elle s'accroche à elle devient de plus en plus violente. La violence institutionnelle, et voilà, c'est un peu ça. Je suis parti de là aussi, parce que je viens de ce monde-là pour une part importante. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et donc, alors, je pense que le plus que l'on peut, ne pas affronter. Mais à un moment donné, voilà, quelque part, on est un peu obligé de sortir du bois. Donc moi, ce que je propose dans ce livre, c'est un combat plutôt intellectuel. Je pense que du point de vue spirituel, la modernité, elle a vraiment perdu. Elle a plus de jus spirituel. Elle en a eu, la beauté de la science, mais sauf qu'il y a presque plus de science, justement. C'est pour ça spirituellement, je pense qu'elle est épuisée. Mais intellectuellement, elle tient encore en partie. Donc pour ce qui me concerne, dans tous les cas, les combats intellectuels viennent là. Donc moi, je cherche pas à la bataille, mais si on vient me chercher, à un moment donné, je vais être obligé. C'est un peu comme, voilà, des idées qui sont plus grandes que nous. Donc je pense il faut, et pour ça, il faut que nous entraidions. Il y a beaucoup de monde, en fait, du côté de l'Entre-Donne, Association de la Vie. Mais la plupart d'entre nous sommes un peu éparpillés. Nous ne nous rendons pas encore bien compte. C'est en train d'arriver en ce moment, et vous y participez beaucoup avec Tipping Point, de se reconnaître et de s'encourager et de s'aider pour être pour aller plus fort, plus loin, pour faire davantage, pour en prendre cet élément-là. Dans l'intelligence, avec différentes, il y en a qui sont plus au front et d'autres moins à l'arrière, voilà, comme un grand collectif qui est en train en ce moment d'apparaître, de se bouger, avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il ne s'agit pas effectivement d'utiliser les armes au sens propre de la civilisation moderne violente. Il s'agit de trouver des stratégies de non-violence active, mais très active. Effectivement, du côté de la CNV, il y a des choses aussi, bien sûr, à apprendre. Donc, c'est ça que je ressens. Donc, de développer les liens, l'entraide, de se reconnaître, et sans doute aussi de monter des organisations, des façons d'être ensemble, davantage, de se ressembler, de se rassembler, de se retrouver pour être plus fort de vie, en fait. C'est ça qui me paraît important. S'encourager, parce qu'il y a des peurs qui arrivent, et c'est logique. Et donc, à plusieurs, on est plus à même de traverser aussi nos peurs. Voilà, c'est ça que je sens. Donc, je sens que ça monte. Alors, moi, je verrai bien si... En tout cas, les débats intellectuels m'intéressent désormais. Je me sens un peu plus solide. Et je connais des gens vraiment magnifiques qui pensent aussi ce qui se passe. Et donc ça me paraît apparaître en ce moment. Et il ne faut pas déserter. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est marrant, dans les premières pages, là, tu cites Blaise Pascal. Tu dis « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. » Oui. C'est une façon de se relier au cœur, ce que tu décris. Bon, et en tout cas, alors déjà, merci beaucoup, Olivier, d'avoir accepté de venir une deuxième fois discuter avec nous. On n'a pas encore pu lire ton livre puisqu'il est sorti vraiment il y a quelques heures, on peut dire ça comme ça. Mais on va s'y plonger
dès ce soir. Et tu fais vraiment partie de ces personnes qui ont un talent assez incroyable dans cette mise en relation, dans le fait de connecter les personnes. Enfin, pour ceux qui écoutent j'ai envie de dire tous nos épisodes parce que j'espère qu'il y a des personnes qui écoutent tous les épisodes, mais on te cite vraiment extrêmement souvent puisque grâce à toi aussi tu nous permets de faire des connexions qui sont belles et d'avoir des épisodes et des invités extraordinaires aussi. Donc au-delà de contribuer par ta pensée, par ce que tu amènes dans la réflexion intellectuelle au monde, dans la compréhension de ce qui se joue et de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi, ce que je ressens à chaque fois qu'on est ensemble, c'est que tu contribues aussi par cette mise en relation, par ce lien de manière extrêmement puissante. Donc, avec Romain, on a beaucoup de gratitude à cet endroit-là. C'est vraiment réciproque parce que l'un comme l'autre, là, Romain et Lucie, vous êtes des sacrés entre-donneurs, promoteur de l'entre-donne, et ça c'est magnifique. Donc poursuivez à la fois Tipping Point tel que vous le faites et vos autres dynamiques, c'est superbe. Mais merci beaucoup de m'accueillir et d'échanger ensemble. Moi j'ai hâte du prochain épisode qu'on fait ensemble, Olivier. Merci à vous. Merci Olivier, à bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.